Bonjour Sophie. Hello Joe, ça va mieux? Oui, en fait, notre dernier échange n'était qu'un début. Je n'avais pas fini mon introspection. Raconte. Tu sais que parmi les écrivains ou intellectuels qui m'inspirent le plus, il y a Bégodeau que je ne me lasse pas d'entendre ou de lire. Sa vision de la société, de l'histoire et des choses me paraît très cohérente. Et tu sais, ou tu ne sais pas, qu'il est lui-même très influencé, non seulement par l'œuvre de Marx mais par la philosophie de Spinoza. En l'entendant récemment, cela m'a fait réfléchir sur la détermination et sur les déterminismes. Il m'est souvent arrivé de dire que je suis déterminé à faire ceci ou cela. Parfois, quelqu'un dit qu'il est très déterminé. Bref, à chaque fois, on comprend que cela vient de soi, de l'intérieur de soi, et on se projette sur l'action, c'est pour faire quelque chose. Je suis déterminé à. On ne pense pas qu'on pourrait être déterminé par, non seulement déterminé à faire quelque chose mais déterminé par quelque chose. Cela devient un constat et non l'expression d'une volonté farouche. C'est presque un renversement de sens alors qu'il s'agit du même verbe employé au participe passé. C'est marrant comme les mêmes mots ou les mêmes formules peuvent dire des choses assez différentes. Par exemple, mon père utilisait souvent l'expression « je suis bientôt au bout du rouleau ». J'ai longtemps cru que c'était par pessimisme, qu'il se croyait foutu. Je suis presque sûr à présent que c'était juste un constat objectif, la manifestation d'une lucidité très simple. Mon père employait cette métaphore au premier degré, il était plus près de la fin du rouleau que du début. Je pourrais même parier qu'il visualisait le rouleau et y voyait sa vie qui se déroulait. Ok, c'est intéressant mais quel est le rapport avec ton licenciement? Tu crois que tu étais déterminé à te faire virer? C'est possible, je ne le souhaitais pas, en tout cas pas comme ça, mais certains déterminismes ont pu me conduire à l'être. Il n'y avait rien d'irrémédiable, de fatal car une autre personne moins impulsive et plus sensée n'aurait sans doute pas décidé de m'éjecter. En revanche, on peut très bien concevoir que tout ce qui a concouru, de mon côté, à ce que cet irresponsable se sente autorisé à me débarquer provient de mes propres déterminismes. Lui-même était déterminé notamment par ses carences éducatives et affectives, et moi, je l'étais, entre autres, par une propension viscérale à ne pas savoir défendre mes intérêts. J'ai été forgé en partie par une éducation paternelle m'incitant à me contenter du peu que j'avais, à ne pas envier les autres, à mépriser l'argent. Du coup, je n'ai jamais eu peur de manquer. Je dirais que mon instinct de survie dans la jungle sociale est atrophié. C'est quoi l'idée? Tu t'es montré comme une proie facile devant ton prédateur? Pas exactement. Le faible sens de mon intérêt personnel s'est combiné à une succession de malentendus. Je t'ai déjà expliqué que le morveux ne faisait aucun effort pour essayer de comprendre la complexité des situations. Il se contentait de la vérité simpliste que certains se faisaient un plaisir de lui servir sur un plateau, à mon sujet. Si je te suis, il t'a viré sur un malentendu? Sur plusieurs malentendus. Ce que j'ai pu identifier, c'est ma grande difficulté à dissiper les malentendus, surtout lorsque les apparences plaident contre moi. C'est là qu'intervient la notion de culpabilité originelle, et c'est le fruit inconscient du péché originel, cet horrible concept judéo-chrétien qui vous fait naître coupable. Je t'ai déjà raconté l'anecdote du vélo volé dans mon enfance. À l'école, j'avais été accusé à tort de ce vol mais j'avais le comportement d'un coupable. Plus je sentais qu'on me soupçonnait, moins j'étais à l'aise. Le simple fait qu'on puisse me croire coupable suffisait à me déstabiliser comme si j'étais vraiment coupable. Je rougissais, baissais les yeux, évitais le regard sévère et inquisiteur de mon instituteur. Cela m'a beaucoup marqué. Depuis cet épisode traumatisant, j'ai remarqué que je n'avais aucun talent pour me justifier quand je suis mis en cause, surtout si je suis vraiment innocent et n'ai rien à me reprocher. Un coupable authentique se serait montré plus convaincant que moi pour se disculper. Eh bien figure-toi que c'était pareil au boulot après une succession incroyable de circonstances défavorables pouvant me faire apparaître comme fautif à plusieurs reprises, j'ai peiné à trouver les arguments pour me blanchir alors que je n'avais même pas commis de négligence. Je suis incapable de persuader le jury de mon innocence, je suis condamné d'avance. Ce serait donc un déterminisme religieux qui te pousserait à nuire à tes propres intérêts? Je peux au moins m'interroger, un déterminisme judéo-chrétien n'a-t-il pas marqué ma psychologie enfantine de manière irrémédiable? C'est vrai que tu allais aussi au catéchisme. Tu ne connais pas ta chance d'avoir eu des parents athées. En fait, quand j'analyse un peu, tout se rejoint. Mes parents, modestes catholiques de la montagne dauphinoise, mon père qui m'enseignait de ne pas être envieux, il faut se contenter de ce qu'on a. Je n'ai jamais eu l'ambition de gagner beaucoup d'argent. Résultat d'un déterminisme catho dans les couches populaires, tu sais, les fameuses paroles de Jésus, heureux les pauvres car le royaume des cieux leur appartient.
On pourrait voir tout ça d'une manière négative mais, au final, ce fut plutôt émancipateur pour moi. Je n'ai pas bâti ma vie sur l'obsession de l'argent contrairement à beaucoup de pauvres malheureux. Dans les causes de tes déboires, tu oublies ton caractère insoumis. Il vient d'où ce penchant révolutionnaire? Difficile à savoir vraiment mais j'ai découvert que j'avais un grand-père anarchiste. Tu sais, du côté de ma mère, celui que je n'ai jamais connu, j'ai retrouvé dans des archives quelques-uns de ses écrits, publiés dans des journaux libertaires il y a 100 ans. J'en suis encore tout abasourdi. Je l'imaginais catho-pratiquant, comme la plupart de mes ascendants. Comme il est mort assez jeune, il était resté dans mon imaginaire comme une figure un peu fantomatique. Désormais, il occupe une place de choix dans mon panthéon familial. C'est dingue de découvrir ça maintenant. Tu ne penses pas que sa famille a caché son engagement idéologique? Si c'est le cas, cela a aussi été dissimulé à ma mère car elle n'était pas au courant. Pour elle aussi c'est une révélation. Comment l'a-t-elle pris? Elle ne l'a pas vraiment connu. Cela ne change rien à son estime pour lui. Personnellement, ça me fait bizarre, je pouvais tout imaginer sauf que ma mère était une fille d'anard. Tu crois à une sorte d'atavisme? C'est possible. Outre la transmission éventuelle d'un gène de l'anarchie, cette histoire cachée ou simplement méconnue a pu parvenir jusqu'à toi, à ton insu, et te forger en partie. La destinée emprunte souvent des voies impénétrables. Sans doute, je ne l'exclus pas. Mon grand-père m'a probablement aussi transmis le goût de la lecture et de l'écriture par l'intermédiaire de ma mère, elle-même grande lectrice de Bernanos, Clavel, Cesbron, Cronin. Mais ce sont plutôt mes lectures des œuvres de Romain Gary et de Dostoïevski que j'ai partagées avec elle. Du coup, pour ton licenciement, tu vas plaider coupable? Non, je rigole. Je n'ai pas oublié que tu négociais pour faire cracher l'enfoiré de la presse dauphinoise. T'as peut-être bien fait d'éviter le procès, finalement. Avec tout ce que tu m'as dit, tu aurais peut-être réussi à convaincre les juges de ta culpabilité.